Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Arbre de vie qui reçoit dans sa première rubrique Laokonya Mbaye Erim Kroyo Médar, le tradit praticien qui nous expliquera la différence entre la pharmacopée et la médecine traditionnelle. Ensuite, comment soigner le paludisme chronique avec le feuille de l'Adjerjarasta, indica communément appelé le Nîmes. Monsieur Médar, quelle est la différence entre la médecine traditionnelle et la pharmacopée? Voilà, avant de pouvoir commencer, j'aimerais qu'on fasse une précision entre la médecine traditionnelle et la pharmacopée. La médecine traditionnelle, c'est ce qui se pratique sur le terrain, c'est-à-dire prendre les éléments de telle ou telle plante, prendre les éléments de telle ou telle roche, prendre ceci ou cela pour soigner certaines pathologies. C'est ça la médecine traditionnelle. Or, la pharmacopée ne se pratique pas. La pharmacopée, c'est ce qui s'écrit. Par exemple, ici, à Moundou, on peut écrire un livre dans lequel on peut consigner toutes les recettes de la région. Le livre écrit sur les recettes de la région peut s'appeler la pharmacopée régionale. Si c'est au niveau national, on dira la pharmacopée tchadienne. C'est-à-dire c'est un livre qui s'écrit qu'on appelle la pharmacopée. La pharmacopée ne se pratique pas, elle s'écrit plutôt. Alors que la médecine traditionnelle, elle, alors, se pratique sur le terrain, sur les malades. Donc il faut bien que les gens sachent faire la différence entre ces deux termes-là. Il y a dans la médecine traditionnelle plusieurs branches. Il y a par exemple la phytothérapie. Phyto, plante, thérapie, soins. Phytothérapie, c'est-à-dire le traitement de certaines pathologies par les plantes. Ça, c'est la phytothérapie. C'est une spécialité de la médecine traditionnelle. Il y a aussi la lithothérapie. Lithothérapie, il y a des gens qui appliquent les différentes roches, que ce soit le calcaire, le granit, la dolérite, le schiste, ou que sais-je, et bien d'autres roches qui appliquent sur certaines parties du corps malade pour soigner. En dehors de la phytothérapie et de la lithothérapie, il y a ce qu'on appelle l'apithérapie. Api, ça veut dire abeille. Et il y a des gens qui sont spécialisés dans le traitement de certaines maladies par le miel et par les éléments de la ruche. Et notons en passant que ici, nous soignons les 108 maladies par le miel, alors qu'ailleurs, avec d'autres ingrédients, on peut aller même à 500 maladies avec le miel. Et ceux qui soignent avec ce miel-là, on les appelle les apithérapeutes. Il y a les rebouteux. Les rebouteux, ce sont ceux qui sont spécialisés dans le domaine des fractures, des luxations et d'autres entorses. Il y a aussi les ritualistes. Les ritualistes, ce sont des gens qui ont des rites spécifiques qui leur permettent donc de guérir certaines pathologies telles que les maladies mentales, etc. etc. Il y a plusieurs spécialités dans ce que nous appelons la médecine traditionnelle. Et il faut aussi noter que ce n'est pas parce qu'on dit traditionnelle qu'elle est inférieure à la médecine conventionnelle. Même Hippocrate, le père de la médecine moderne, de la médecine conventionnelle, avant d'aller chez lui créer ce que nous appliquons aujourd'hui comme médecine conventionnelle, est allé en Égypte. Il est allé faire des années auprès des guérisseurs du pharaon pour connaître toutes les plantes que ceux-là appliquaient pour soigner telle ou telle maladie. Et c'est quand il a bien assimilé ces plantes d'Égypte qu'il est reparti chez lui en Grèce pour créer ce que nous appelons aujourd'hui la médecine conventionnelle. Donc, on dit médecine traditionnelle tout simplement parce qu'elle est propre à chaque culture.
il y a la médecine traditionnelle française, il y a la médecine traditionnelle anglaise, la médecine traditionnelle américaine, chinoise, indienne, africaine, etc. Donc, il y a autant de médecine traditionnelle qu'il y a de culture dans le monde. On ne dit pas traditionnelle parce qu'elle est inférieure à telle ou telle. Non, il faut vous enlever ça de la tête. La médecine traditionnelle est l'égale de la médecine conventionnelle aujourd'hui. Il y a certaines maladies qui ne sont pas guérissables par la médecine conventionnelle, mais que les médecins traditionnels arrivent à soigner aisément et en un quart de minute même. Donc, voilà ce que je voudrais dire en gros sur la différence entre la médecine traditionnelle et la pharmacopée. Donc, dites aux gens, prochainement, quand ils disent « moi je fais de la pharmacopée », ça n'existe pas. On écrit plutôt la pharmacopée. Dites aussi à ceux qui mettent les grandes plaques pour dire docteur en pharmacopée, ça n'existe pas. La pharmacopée, c'est ce qui s'écrit et qui se trouve dans les librairies, dans les bibliothèques, etc. Mais quand quelqu'un écrit docteur en pharmacopée, ça veut dire que lui-même, il ne connaît pas ce qu'il fait. De deux, il y a autour de toutes ces spécialités que j'ai citées tout à l'heure, il y a des groupes d'intérêt qui gravitent là, c'est-à-dire qui gravitent autour de toutes ces spécialités. Alors ceux-là, on les appelle les charlatans. Un charlatan, ce n'est pas un médecin traditionnel. Un charlatan, c'est un escroc. C'est quelqu'un qui ne connaît même pas au-delà de 2 ou 3 plantes, mais qui va chez les autres prendre des produits qu'il amasse et pendant des jours, des mois, il prend tout ça dans son sac pour aller de village en village, de rue en rue, de bar en bar, ou même de pays en pays pour les vendre. Celui-là, il fait la publicité de ces produits qu'il ne connaît pas pour avoir les gens naïfs, les gens crédules. Donc là, méfiez-vous des gens qui prennent le sac au dos. Ils disent, voilà, vous prenez ça, vous allez avoir... Ils peuvent vous intoxiquer. Mais où allez-vous les trouver pour chercher un antidote? Ce sont des escrocs. Un tradipraticien, c'est quelqu'un qui est sur place, qui est connu de sa société, qui est connu de son environnement, qui a une officine fixe où il administre les traitements. Et chaque fois qu'il y a une rechute d'une maladie, on peut à tout moment l'appeler. Mais un charlatan, c'est quelqu'un qui est là comme ça pour tromper les gens pour avoir de l'argent. N'oubliez pas qu'on dit généralement dans, je crois, le corbeau et le renard, on dit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et c'est comme ça que vivent les charlatans qui gravitent donc autour des tradipraticiens. Voilà en gros ce que je peux dire pour l'instant, d'une manière générale, de la médecine traditionnelle, de la pharmacopée et de tout ce que nous faisons. Vous savez, la ville de Moundou, par exemple, c'est la deuxième ville la plus impaludée de toute l'Afrique noire. Il y a Porto Novo au Bénin qui vient en première position sur le plan palu. Il y a Moundou au Tchad qui vient en deuxième position et Nairobi au Kenya vient en troisième position sur le plan palu. Alors comment nous soignons ce palu ici, chez nous? Nous prenons 40 feuilles de cette plante qu'on appelle à tort, le nîmes. Je dis bien qu'on appelle à tort. On prend 40 feuilles, mais les feuilles qui sont déjà jaunes et qui sont tombées par terre. Il ne faut jamais prendre les feuilles vertes parce que les feuilles vertes contiennent une substance nocive qu'on appelle la zadiractine. Donc, on prend 40 feuilles, on prend 1 litre d'eau, on prend 25 carreaux de sucre et on met le tout au feu pendant 25 minutes. Une fois les 25 minutes finies, alors qu'est-ce qu'on fait? On redescend, on laisse refroidir et on enlève ces feuilles-là, les 40 feuilles-là pour les jeter. Et la décoction obtenue, on donne un verre
de 4 heures en 4 heures à celui qui est vraiment couché et qui ne peut pas se relever de suite de palu. Donc, on donne un verre de 4 heures en 4 heures jusqu'à ce que le litre soit fini. Et une fois que le litre est fini, alors la personne aussi est guérie de son palu. Vous pouvez en ce moment même aller faire l'examen de goutte épaisse, vous n'allez même pas trouver 1% ou 0,1% de palu dans son sang. Donc, c'est ce que nous utilisons pour soigner le palu chronique ici chez nous. Mais, je disais au début que c'est cette plante que les gens appellent à tort le Nîmes. Son nom et son vrai nom scientifique, c'est l'Azadirachta indica. Azadirachta indica. Mais c'est une plante d'origine indienne qu'un administrateur anglais du nom de Godinim a importé. Quand il était en service en Inde et quand on l'a affecté au Ghana, au Gold Coast, pendant la période coloniale, il a pris les graines de cet arbre-là depuis l'Inde pour venir expérimenter en Afrique. Et en un temps record, ça a commencé à pousser, ça a commencé à donner de l'ombre. Et tous les autochtones disaient, mais l'arbre de M. Nîmes là pousse bien. L'arbre de M. Nîmes là donne de belles ombres. Le monsieur, l'administrateur colonial s'appelait Godi Nîmes. Et c'est comme ça que les gens tout bonnement ont dit Nîmes, 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 alors que c'est le nom de celui qui a fait venir les graines de l'Inde en Afrique. Ce n'est pas le nom de l'arbre en fait. Voilà, c'est pourquoi je disais au départ que les gens appellent à tort Nîmes. Nîmes, c'est le nom de l'administrateur colonial qui a fait venir les graines de l'Inde en Afrique, précisément au Gold Coast, l'actuel Ghana. Voilà. Merci de nous avoir prêté attention. À nous revoir dans nos prochaines rubriques. Comment soigner l'hépatite B.